BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Le défi ETI sur BFM Business, top départ. Bienvenue dans l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Ce ne sont plus des PME, ce ne sont pas des grands groupes et pourtant elles sont cruciales pour le tissu économique en France. Des ETI qui parfois ont des envies d'ailleurs. Alors comment se développer à l'international? Quel coût, quelle stratégie mettre en place lorsqu'on veut se projeter hors des frontières de l'Hexagone? Cette problématique, nous allons la soumettre à Michel Artière, le PDG du groupe ATEM, et à nos experts de la semaine, Marc Lefebvre du cabinet d'audit EY et Faisal Laraki de notre partenaire la Banque Palatine. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est comme à chaque fois avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Et cette fois-ci, coup de projecteur sur le chiffre d'affaires et peut-être surtout les investissements des TPE, PME. Ces investissements, en 2018, ils ont chuté, Étienne. Oui, une chute de 3,3% en 2018. On assiste même à 5 trimestres de baisse, alors que le chiffre d'affaires de ces TPE, PME, lui, est en hausse, puisqu'on constate une hausse moyenne de 2% l'année dernière pour ces TPE, PME. C'est en tout cas ce que nous apprend un baromètre des experts comptables, une tendance que l'on ne constate pas pour l'ensemble des entreprises, puisque toute taille confondue, l'INSEE, elle, constate une hausse des investissements. Cette baisse de l'investissement est inquiétante, c'est ce que nous apprend le Conseil supérieur des experts comptables. Il redoute des répercussions sur l'activité dans les mois à venir. En tout cas, on pouvait un petit peu s'en douter dans un contexte de ralentissement économique. L'année dernière, la croissance était de 1,5% selon l'INSEE contre 2,3% en 2017. Donc ces chiffres démontrent une fois de plus un certain attentisme de la part des chefs d'entreprise, mais il faut aussi rappeler que les TPME et les PME avaient largement investi en 2017 avec des investissements de l'ordre de 2%. Merci beaucoup Étienne. On retourne maintenant à notre thématique de la semaine, c'est le focus. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Et ce focus, on le fait avec Faisal Laraki, expert dépêché par notre partenaire Palatine, la banque des ETI. Bonjour Faisal. Donnez-nous une idée de l'importance de l'international dans l'activité des ETI françaises. Combien d'entre elles sont concernées? Combien ont des échanges à l'étranger? Eh ben, écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, les ETI françaises ont une très forte propension à l'international. On compte environ un peu plus de 5000 ETI en France et 3/4 d'entre elles sont exportatrices. Donc un véritable appétit. Absolument. Et quelles sont les destinations préférées de nos entreprises de taille intermédiaire? Avec quel pays, quel continent est-ce qu'elles font affaire? Alors il y a aujourd'hui l'Union européenne, l'Allemagne en première place. Il y a ensuite l'Asie avec la Chine, l'Amérique avec les États-Unis et ensuite l'Afrique. Alors, ce sont des développements qui demandent, j'imagine, des enveloppes assez conséquentes. Quel type de financement est-ce qu'elle vous demande? Pour faire simple, est-ce que ça coûte cher vraiment de se développer à l'international? Écoute, coûte cher, je dirais pas cela comme ça, je dirais plutôt c'est un investissement, c'est un coût d'investissement puisqu'il y a des opportunités de marché. Évidemment, elles ont besoin de l'appui des banques françaises pour sécuriser leurs règlements à l'international, mais aujourd'hui, il y a également des dispositifs mis en place par la BPI ou par les chambres de commerce et d'industrie pour justement accompagner les entreprises françaises à l'international. Et l'international, c'est une priorité pour ATEM. ATEM, spécialiste de la compression vidéo et surtout une présence dans plus de 60 pays. Michel Artière, le PDG d'ATEM, est notre invité. Mais d'abord, l'histoire et les chiffres clés de l'entreprise, c'est avec Étienne Braque. Quand ATEM voit le jour en 1991, les Français disposent de 4 chaînes sur le réseau hertzien. Depuis, la situation a bien changé et ATEM s'est forgé une place parmi les leaders mondiaux de la compression vidéo. Ses clients sont à la fois les médias, par exemple, qui vont produire des contenus, mais aussi les plateformes ou les opérateurs qui proposent à leurs abonnés des chaînes de télévision. Et le progrès technologique et la multiplication des contenus ont permis à ATEM de s'offrir de nouveaux relais de croissance. L'ETI a profité de l'essor du streaming, de la VOD, de la 4K ou encore
des nouveaux usages sur smartphones et tablettes pour développer de nouvelles solutions. En 2014, Atem s'est introduit en bourse pour aller vers de nouveaux marchés et le résultat est palpable. L'ETI réalise aujourd'hui plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Le tout avec des partenaires qui sont des fleurons technologiques tels que Intel, Apple ou encore Microsoft. Bonjour Michel Artière. Bonjour. Vous êtes le PDG de Atem. Vous êtes un des leaders, on l'a dit, de la compression vidéo. Est-ce que c'est dans la nature même de votre activité que d'aller voir ailleurs, que de nouer des partenariats, de faire du business en dehors des frontières françaises? Effectivement, on a eu la stratégie assez tôt chez Atem d'aller à l'export et au grand export de façon assez systématique. Je dirais que on aurait pu sur notre marché avoir un positionnement un peu plus généraliste, avoir une offre produit plus vaste, donc plus d'investissement de R&D et se contenter éventuellement du marché domestique ou européen. À l'inverse, on a préféré être extrêmement spécialisé sur notre marché de niche de la compression vidéo, mais le corollaire, c'est qu'il faut aller vendre cette techno partout. Donc on est effectivement, comme vous l'avez dit, présent dans beaucoup de pays. Alors dans beaucoup de pays, une soixantaine si j'ai bien Alors on est compris. présent, nous, dans une vingtaine de pays, on vend dans une soixantaine de pays. En tant que Atem, vous êtes présent dans une... D'autres désirs d'implantation dans l'avenir? Pas nécessairement. Je pense que maintenant on est implanté dans la plupart des pays et la plupart des régions dans le monde. On a donc on est présent en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie. Il y a quelques pays additionnels sur lesquels on va se développer, mais il y aura pas beaucoup de pays supplémentaires. Il n'y a pas de nécessité à être présent dans beaucoup plus de pays pour pouvoir couvrir l'ensemble du globe. Et pour vous, ça signifie quoi? Ça signifie à chaque fois une ouverture de filiale? Ça signifie l'installation d'une unité de production? Comment ça se passe? Alors, pas de production puisque essentiellement maintenant on vend du logiciel. Ouais. Notre industrie s'est transformée et les produits qui étaient en partie électronique il y a quelques années, maintenant c'est essentiellement du logiciel. Par contre, c'est dématérialisé. Voilà, ça s'est complètement dématérialisé. Donc moins de problèmes de logistique et de production. Par contre, la présence physique sur place est importante. Il faut être au contact des clients. Donc pour tous les pays majeurs, on ouvre un bureau qui rapidement monte à 2-3 personnes et puis après peut s'étoffer. Donc il y aura quelques pays complémentaires. Dès que on est un peu mature sur un pays donné, on crée une filiale. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'outils en France pour permettre aux entrepreneurs justement de se projeter comme ça à l'international? Moi, je trouve qu'on a été bien accompagné sur la partie internationale par ce qu'on appelait les contrats assurance prospection COFAS autrefois, qui sont maintenant partie de BPI, par les programmes de volontaires à l'international pour les jeunes, les VIE aussi par BPI, on utilise beaucoup. Je pense que tout ça, c'est des très bons outils de financement ou pour financer des jeunes qui partent à l'export. Et ça, c'est pour moi une des clés du succès, c'est d'embaucher des locaux, mais aussi d'expatrier des Français pour réduire une sorte de mix. Voilà, réduire le gap culturel qu'il peut y avoir et être sûr qu'on se comprenne bien avec nos équipes qui sont en remote. Alors, je vais me tourner vers Marc Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous accompagnez les entreprises au sein du cabinet d'audit EY France. Quels sont les obstacles les plus communs pour l'entrepreneur qui veut justement tenter l'aventure à l'international? Alors, cabinet d'audit et de conseil. Les deux. Il est important de bien avoir présent à l'esprit que les PME ETI qui vont à l'international, en fait, pour elles, c'est un véritable défi, mais c'est également une nécessité. Donc on l'a compris tout à l'heure. Une nécessité parce que pas assez de croissance en France? Alors, exactement. C'est-à-dire que la croissance, vous allez la chercher à l'international. Là où elle est. Là où elle est, et c'est effectivement ce que nous faisons avec des centaines de PME et d'ETI qui ont beaucoup de questions, et donc on aide à aller chercher cette croissance pour en faire des leaders internationaux. Donc cette croissance, elle est vraiment centrale. C'est un formidable outil pour les entreprises. Alors pourquoi aller chercher cette croissance? Parce que l'immobilisme, effectivement, l'immobilisme est terrible. Sans croissance, on ne bouge pas. Mais c'est également très important dans un projet de transformation de ces PME et de ces ETI d'aller chercher cette croissance. Aujourd'hui, on a un déficit commercial très important en France. On est à moins 60 milliards. Si on regarde nos amis allemands, c'est effectivement 15 000 ETI, donc 3 fois plus, qui sont encore plus exportatrices que les sociétés françaises. Car en même temps, on ne les a pas, nous, les 15 000 ETI. On les a pas. Mais on a 135 000 sociétés qui sont exportatrices. La moitié d'entre elles seulement exportent de façon occasionnelle.
Donc vous voyez que c'est finalement pas tant que ça. D'accord. Alors rien n'est constant. Si on regarde l'Italie, c'était un déficit commercial de l'ordre de 50 milliards en 2010. Maintenant, c'est 30 milliards de bénéfices, balance commerciale, en 2017. D'accord. La France est à moins 60 milliards, l'Allemagne, je le disais, plus de 130. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de sociétés qui sont intéressées par l'international. On a un baromètre annuel qui est notre baromètre de la croissance, qui révèle qu'un dirigeant sur 3 mettent comme priorité stratégique ce développement à l'international. D'accord, donc c'est vraiment une priorité pour les entrepreneurs. On a l'image d'Épinal de l'aéronautique, du luxe qui s'exporte le plus. Est-ce qu'on reste sur cette idée-là ou est-ce que c'est justement, ce n'est qu'une image d'Épinal? Est-ce que d'autres secteurs sont concernés? Non, on a une vraie diversité des secteurs et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on retrouverait d'ailleurs dans les sociétés qui viennent se coter en bourse, puisque je m'occupais de ce sujet pendant 10 ans chez Euronext auparavant. Eh bien, vous avez une vraie diversité des secteurs et c'est ça qui est rassurant. C'est que toutes ces belles histoires de nos territoires vont chercher la croissance à l'international et pour certaines d'entre elles par la bourse. Faisal Laraki, vous le constatez aussi. Vos clients, ils sont multiples, ils ont des activités dans un spectre très large. Exactement, nous avons des clients dans des secteurs diversifiés, que ce soit l'agriculture ou l'agroalimentaire ou la défense ou l'industrie. Et effectivement, aujourd'hui, on retrouve de nombreuses sociétés à l'international et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient dans leur accompagnement. Alors, Michel Artière, tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez implanté dans une vingtaine de pays directement, que vous vendiez dans 60 pays environ. Quelles sont les régions, les pays où vous réussissez le plus, où vous vendez le mieux? Donc en termes de répartition, les États-Unis, puisque pour notre marché c'est un marché adressable important. On fait à peu près 35% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est à peu près le même poids que le chiffre d'affaires qu'on fait en Europe ou dans la région IMIA en incluant le Middle East. On fait très peu en Afrique. Et puis on a Asie-Pacifique d'une part et Amérique latine qui tous les deux pèsent à peu près 15%. Donc pour répondre à votre question, les pays principaux pour nous, États-Unis, les grands pays d'Europe, Grande-Bretagne, Allemagne. Mais ça tient vraiment à la teneur de votre activité. On est bien d'accord. C'est lié oui, c'est ça. C'est en proportion du marché adressable dans notre activité. Et parce que vous avez dit justement, et là je vais me tourner vers Faisal Laraki, que vous vendiez très peu en Afrique et pourtant c'est un des continents où il y a le plus d'opportunités, c'est ça? Oui, aujourd'hui c'est un continent, on va dire moteur de croissance, où il y a encore beaucoup d'opportunités et on retrouve aujourd'hui de nombreuses sociétés françaises de par la proximité culturelle mais aussi économique de l'Afrique avec la France. C'est quand même très étonnant hein, parce qu'on a comme ça, c'est encore peut-être une image d'Épinal, mais l'impression que la Chine a investi le continent africain et là vous êtes en train de nous dire qu'il y a encore des opportunités pour les entreprises françaises. Marc Lefebvre, vous êtes d'accord avec ça? Enfin, le dynamisme peut se retrouver là où on croit pourtant que historiquement on n'a plus de place. Non, je confirme, mais effectivement, si on veut faire ces champions français des champions internationaux, c'est effectivement aller chercher la croissance là où elle est. Et évidemment, l'Afrique a des taux de croissance extrêmement importants. Il y a de la place pour tous, même si la Chine est très présente, vous avez tout à fait raison. Je peux vous assurer que sur des sujets industriels, la France n'a absolument pas à rougir. On est vraiment dans une France qui est de plus en plus ambitieuse, audacieuse et conquérante. Et elle va chercher ces relais de croissance, effectivement, y compris dans le continent africain. Mais on peut quand même imaginer qu'il y a des pays qui sont un peu plus risqués que d'autres. Je parle bien sûr de l'instabilité politique de certaines zones de guerre. Est-ce qu'il y a des endroits où les entreprises on rechigne un peu à s'installer, Faisal Laraki? Il y a évidemment ce qu'on appelle les pays OFAC qui sont sous sanctions internationales. Là, évidemment, les entreprises ont de moins en moins de facilité à accéder à ce type de pays. Mais quand bien même aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place par les partenaires bancaires notamment sont là justement pour un petit peu sécuriser et apporter de la sécurité à ces sociétés-là sur leurs opérations à l'international. C'est donc notre métier et on est là pour accompagner les sociétés. Marc Lefebvre.
Il y a beaucoup de partenaires et de conseils qui également vous accompagnent sur les assurances crédit, sur le risque pays, sur des sociétés comme l'AU Group ou avec qui d'ailleurs on fait un partenariat. Donc il y a vraiment une pléthore de solutions, y compris en termes de financement public, privé. Donc aujourd'hui, les sociétés sont plutôt bien accompagnées. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Français mettent l'export, je le disais tout à l'heure, au top de leurs priorités, plus que les Allemands ou le Royaume-Uni. Ça, c'est l'étude qu'on fait. Et comment ça s'explique, ça? Alors, je dirais qu'on a quand même un certain retard. Donc ce retard... Donc on veut le rattraper. Voilà, on veut le rattraper. On veut que notre tissu industriel, qui a beaucoup souffert ces dernières années, eh bien reparte. Un tissu économique, territorial et industriel fort. Et ça passera par les ETI, effectivement, qui font la fierté de la France, l'innovation, la croissance et l'emploi. Michel Artière, tout à l'heure, vous disiez que vous ouvriez une petite filiale et que ensuite on faisait un mix en ce qui concerne les employés de travailleurs locaux et d'expatriés. Ça se passe comment? Le recrutement est facile? Le recrutement, non, le recrutement c'est difficile, c'est pas une science exacte, donc ça peut être un process itératif, mais c'est très important. Donc d'abord pour être sûr, donc on parle du grand export, pour de recruter les bonnes personnes, le meilleur moyen de s'en assurer, c'est d'aller régulièrement bosser avec eux. C'est-à-dire que imaginez que le patron de sa PME en France, il va faire un voyage exploratoire sur un pays, il va embaucher 2 personnes et puis après c'est bon, ça va marcher tout seul pendant un an, ça marche pas. D'accord. Il faut y retourner. Il faut y aller tous les mois. Donc vous êtes tout le temps en voyage. Oui. Alors c'est pas forcément le patron de la boîte en personne, mais il faut que le management du siège, visite, aide, accompagne et fasse monter en compétences les équipes nouvellement recrutées partout dans le monde. C'est le seul moyen pour s'assurer que le savoir-faire, la façon de vendre, d'approcher le marché, de vendre nos produits et nos solutions, soit bien transmise et que ces personnes qu'on recrute localement puissent faire leur job. Alors néanmoins, il y a besoin que ça soit des locaux, c'est très important. Il faut des Américains pour vendre aux États-Unis, il faut des Brésiliens au Brésil, il faut des Chinois en Chine. Mais si on n'a pas aussi des Français en permanence qui sont sur place également pour faire la courroie de transmission, c'est vraiment beaucoup plus difficile. L'expérience, on a maintenant généralisé ce mode de fonctionnement dans tous les en faisant un mix. Marc Lefebvre, c'est la bonne solution pour peut-être aplanir un petit peu les différences culturelles. Alors, c'est l'une des solutions, effectivement. Il faut bien comprendre qu'elle est à l'international. C'est une stratégie qui doit être mûrement réfléchie, accompagnée. C'est sur la durée, c'est pas des coûts, effectivement. Après, il y a différentes stratégies qui peuvent être plus ou moins impliquantes en termes de coûts, d'ailleurs. Ça peut être simplement, vous faites du business à partir de distributeurs que vous avez choisis. Vous faites du business online. Donc ça, je dirais que c'est la solution la plus simple. Après, la solution plus complexe, telle que la vôtre, c'est effectivement d'avoir une filiale ou une succursale. Donc, filiale, évidemment, c'est plus impactant. Vous pouvez avoir une filiale 100% ou une JV avec un partenaire local. Donc là, il faut choisir le bon partenaire. Ou alors, vous faites de la croissance externe et vous rachetez un concurrent, ou pas un concurrent, mais en tout cas un acteur sur un terrain sur lequel vous n'êtes pas. Alors ça, c'est justement un des points sur lesquels je voulais revenir avec Michel Artière notamment. La croissance externe, c'est aussi une bonne façon de s'internationaliser. Certainement. Alors ça n'a pas été la recette. Ça n'a pas été votre cas. Jusqu'à maintenant, on a fait 100% de la croissance organique. Néanmoins, oui, je suis persuadé que c'est une des. Vous n'avez jamais eu la tentation de vous implanter en rachetant une petite entreprise locale? Non, pour nous, considérer faire des acquis de la croissance externe, aujourd'hui, oui, on le considère. Ça sera plutôt, avant tout, dans un objectif d'acquérir des technologies complémentaires à celles que maîtrise Atem, qui est la compression vidéo, pour pouvoir étendre notre marché adressable. Ça aura éventuellement un effet secondaire. En fait, améliorer l'offre. Élargir l'offre plutôt que consolider une présence dans un pays donné. D'accord. Pour Atem, mais encore une fois, moi je parle qu'avec le. Oui, bien entendu. C'est pour ça que votre point de vue nous intéresse. Mais Faisal Laraki, la croissance externe, c'est quelque chose que vous accompagnez vous aussi avec vos clients? Absolument. Nous avons aujourd'hui un département corporate finance qui est là justement pour accompagner les clients dans leurs opérations de croissance externe et qui vient justement s'additionner à la culture internationale de la banque et au savoir-faire de la banque sur les métiers de l'international.
J'ai l'impression que ça se multiplie justement ce phénomène d'acheter une entreprise à l'extérieur pour profiter de son implantation dans un pays étranger. Comme vous disiez, ça peut représenter des coûts d'investissement conséquents et il faut constamment innover, il faut constamment investir dans la recherche et développement et donc peut-être que trouver une structure locale qui est déjà bien établie et qui a déjà un réseau d'affaires, ça peut être plus intéressant que de prospecter depuis la France. Et Marc Lefebvre, il y a aussi les problèmes réglementaires puisqu'il y a aussi des différences entre ce qui se passe en France, le droit français, le droit américain, le droit en Asie. Alors il y a beaucoup de pièges, effectivement à éviter, hein, mais si on revient sur les fondamentaux d'une croissance externe, c'est pour effectivement atteindre une taille critique, c'est pour réaliser des stratégies ambitieuses, diversifier ses risques, et puis cette croissance, on va l'obtenir également pour attirer des talents. Donc là, on revient d'ailleurs sur des objectifs qui sont également ceux d'une cotation. Quand on va à l'étranger, c'est également pour fidéliser et améliorer ses capacités de recrutement. Alors après, il y a effectivement des pièges qui sont nombreux. Hein. Il faut faire l'apprentissage du pays, de sa culture. Il ne faut pas sous-estimer les besoins financiers qui peuvent être importants selon les scénarios dont on parlait. Anticiper les risques liés à un partenariat, choisir le bon partenaire, faire le choix de la loi applicable au contrat. Faire en sorte que ce soit un avantage concurrentiel, voir comment vous allez rapatrier les aspects fiscaux, enfin comment vous allez traiter la fiscalité de l'opération. Donc ça, effectivement, c'est tous ces conseils juridiques et réglementaires qu'une société comme EY peut apporter effectivement à nos clients, choisir le lieu d'imposition des profits, optimiser fiscalement les besoins d'implantation, etc., etc. Donc effectivement, c'est un parcours qui doit être accompagné. On voit encore trop souvent des sociétés françaises qui foncent ça arrive encore des la tête baissée et qui y vont. Alors là, effectivement, l'accompagnement, là, je vais prêcher pour ma maison, mais l'accompagnement, on parle de nos amis banquiers, l'accompagnement est nécessaire parce que finalement, l'accompagnement, c'est un investissement dans la réussite de l'opération. Michel Artière, le pays sur lequel il a été le plus compliqué de s'implanter, dans votre expérience, c'est lequel ? Il me vient plusieurs noms, mais c'est toujours des pays en Asie. C'est-à-dire, c'est les pays pour lesquels, avec lesquels le gap culturel et la barrière linguistique est la plus importante. Donc la Chine, la Corée, le Japon, ouais, c'est difficile. Ce sont des pays qui sont difficiles. Ouais, alors, mais une fois qu'on y est, tout se passe bien, ou alors oui, c'est juste l'entrée qui est compliquée. Non, c'est effectivement l'entrée. C'est-à-dire l'entrée, c'est jusqu'au moment où on a établi. Donc on a établi une certaine équipe et on a établi une certaine notoriété de notre entreprise sur ce pays. À ce moment-là, effectivement, les références amènent des références et on peut se développer. Mais jusque-là, gagner les premières références, c'est difficile. Ouais. Faisal Laraki, donc on l'a vu, l'Asie, grand gap culturel. À l'inverse, les pays où c'est le plus simple finalement de s'implanter quand on veut profiter d'un marché international. Écoutez, je pense que c'est simple. Il y a déjà l'Union européenne puisqu'il y a un marché commun et une certaine culture qui est plutôt commune. Mais après, effectivement, les banques aujourd'hui accompagnent leurs clients sur les marchés, on va dire, exotiques et qui ne sont pas faciles pour essayer justement de leur faciliter la tâche et faire en sorte que tout se passe bien pour elles à travers un réseau de partenariat bancaire international. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force des banques comme Banque Palatine. Merci Marc Lefebvre, merci Faisal Laraki. C'est l'heure maintenant du mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et Michel Artière, je vous donne, une minute et demie, d'après votre expérience, votre histoire d'entrepreneur, un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient croître, grandir, devenir un peu plus gros. Mon conseil, moi, c'est d'aller à l'international. Donc, pour aller à l'international, donc on a déjà évoqué un certain nombre de sujets. Je crois qu'un élément qu'il faut bien intégrer, c'est le fait que, donc, puisqu'il faut y passer du temps, il faut choisir ses batailles et on peut pas attaquer tous les pays en même temps. Donc, par exemple, en Asie, on rajoute un pays chaque année. On a rajouté l'Australie l'année dernière, on rajoute l'Inde cette année. Et quand on rajoute un pays, ça veut dire tout un programme pour tout le management, d'y aller toute l'année. Voilà,
vraiment, on déroule un programme sur un an pour réussir à... Ça a l'air d'être extrêmement lourd quand même, hein, de devoir tout préparer. C'est un... Disons, si on se disperse, en fait, on ne récolte rien du tout. Le deuxième point, c'est sur un pays donné, construire... moi, je parle toujours avec l'angle à thème, B2B, techno, chacun pourra transposer ce qui fonctionne pour son entreprise ou pas. Ce qui est important, c'est que la notoriété de la société se construit. En fait, il y a des cycles. C'est-à-dire que chaque nouveau talent qu'on va embaucher localement dans notre filiale X ou Y va permettre à la société de progresser. On va gagner des nouveaux clients, et en gagnant des nouveaux clients, on peut attirer des talents qui seraient pas venus précédemment dans la société. On vient de voir cette expérience très récemment. On vient d'embaucher un nouveau patron pour les US, puisque notre patron précédent nous a quittés après 4 ans de bons et loyaux service, et on a réussi à faire venir quelqu'un qui probablement n'a pas été intéressé par Atem dans l'état de maturité dans lequel on était 4 ans avant. D'accord. Donc il faut toujours avoir cette exigence pour toujours avancer et construire sa notoriété. Et ça permet... en termes de business, ça se traduit par plus d'activités auprès des clients. On commence par vendre des produits ou par prendre des marchés chez nos clients qui sont non critiques. Et puis ensuite, on devient progressivement le vendeur de la solution critique, puis un fournisseur stratégique pour ses clients. Donc on est en train de faire. Le conseil, donc, c'est être patient. Être patient et méthodique et organisé, et voilà, dérouler un plan. Ouais. Merci beaucoup Michel Artière, PDG de Atem. Merci encore à Marc Lefebvre du cabinet d'audit EY. Merci à Faisal Laraki de Palatine, notre partenaire, la banque des ETI. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dès le week-end prochain sur BFM Business. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.